Je ne pensais jamais dire ça, mais X-Men 97 est un banger ultime. Oui, la série X-Men 97 qui fait suite directement à la série animée X-Men des années 90 est sortie sur Disney+. Les 2 premiers épisodes sont disponibles et je ne m'attendais pas à voir quelque chose d'une telle qualité. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. On va revenir sur le synopsis, bien entendu, sur pourquoi cette série est potentiellement meilleure que l'ancienne, et expliquer toutes les thématiques et autres choses qui sont présentées dans cette série et qui font que c'est un, comme je le disais au début, banger. Je suis Ludo du Ludoverse, accrochez-vous bien à votre vaisseau spatial multiversel. On est parti pour l'univers des X-Men. C'est parti! Avant tout, petite mise en contexte, bien entendu, la série X-Men 97, comme je le disais, fait suite directement à la série X-Men des années 90 du même nom. On se retrouve juste quelques mois après la fin de la saison 5 de la série X-Men, où Charles Xavier était considéré comme décédé. Enfin, décédé, c'est vite dit, dans le sens où il avait été attaqué par un humain anti-mutant, et il était au bord de la mort jusqu'à ce qu'un peuple alien appelé les Shi'ar arrive pour l'aider, l'emmener du coup dans leur empire intergalactique et faire en sorte de le soigner. Donc actuellement, on reprend la série quelques mois après ces événements-là et Charles Xavier est considéré comme décédé sur la planète Terre et c'est désormais Cyclope qui est le chef des X-Men. C'est lui qui dirige le petit groupe composé de Wolverine, Jean Grey, Rogue, et on a même de nouveaux personnages entre guillemets, parce qu'il y a Morph qui est là, on a l'impression que c'est un personnage à part entière, dans le sens où c'était un personnage qui était bien présent dans l'équipe des X-Men, mais qui au final a disparu dès l'épisode 1, il me semble, de la série précédente, et il revenait par-ci par-là parce qu'il était contrôlé par un grand méchant appelé Mr. Sinister, mais c'est une autre histoire. Et on a aussi Bishop, le voyageur temporel, l'un des personnages les plus stylés de tout l'univers des X-Men, à mon sens, après avoir vu les 78 épisodes que compose la série d'origine. Je tiens à le dire, c'est vraiment un gars très stylé. Et il avait été interprété, pour la petite info, par Omar Sy dans le film Days of Future Past, X-Men Days of Future Past. Donc on suit une toute nouvelle composition des X-Men, donc avec Cyclope qui les dirige comme je l'ai dit, et il y a aussi Jean Grey qui est présente, et qui est enceinte de notre bon Cyclope. Donc ils attendent un bébé, et bien entendu bientôt arrivé dans la petite série. Le statu quo est prêt à être totalement modifié, étant donné que Magneto, l'ennemi iconique des X-Men, vous le connaissez, ami ennemi de Charles Xavier également, est devenu le chef des X-Men par le biais d'un héritage, enfin de l'héritage de Charles Xavier, qui a écrit dans ses mémoires, enfin entre guillemets, dans son testament, pardon, pas ses mémoires, qu'il léguait tout à Magneto. Donc a priori, on est sur quelque chose déjà de banger sur le principe même. Bon, je pense que ça va être le terme de cette vidéo, banger, parce que vraiment c'est assez folie. Je vais revenir du coup sur la formule d'origine, parce que comme vous le savez, X-Men, donc 97 c'est la suite, je vais pas le redire 100 fois mais vous avez compris, donc la série d'origine avait ses codes, avait sa manière de fonctionner, ses petites blagues un peu rigolotes qu'on ne dirait jamais, son ambiance, cette dynamique de groupe qui fait qu'on puisse vite tomber amoureux de cette équipe là des X-Men, et ils ont repris exactement la même formule en la modernisant. Donc déjà on retrouve donc tous les codes qu'on avait dans les 5 premières saisons, moi ce que j'apprécie beaucoup, je tiens à le dire, étant donné que j'avais vraiment bien apprécié les 78 épisodes que composait la série précédente, et bien entendu ils reprennent donc tout ce délire d'ambiance, de dynamique entre les personnages, et aussi le générique iconique que je ne peux toujours pas vous mettre étant donné que je n'ai pas les droits, qui fonctionne à merveille, même s'il a été revisité d'une certaine manière, histoire de créer une certaine coupure, et bien il fonctionne toujours autant, avec la même construction, donc avec l'introduction des personnages, Cyclope et Wolverine, etc. Et bien entendu ils ont mis certains ajouts de personnages qui auront une importance primordiale dans la suite des épisodes, donc on peut retrouver notamment Morph, qui est présent, qui n'était pas dans le générique à l'époque, et on a aussi Bishop, comme je vous le disais, le voyageur temporel, ainsi que Magneto qui apparaît dès le début du générique dans l'épisode 2. Il n'était pas présent dans le premier, et on sent qu'il y a une volonté de présenter une suite tout en présentant aussi une série qui a pour objectif de créer un renouveau. Renouveau pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, cette série modernise les X-Men des années 90 pour proposer quelque chose d'un peu plus mature, encore une fois, et récent. Bien que les thématiques qui étaient présentées dans la première série étaient ultra matures, il y avait le racisme, il y avait la peur du sida, se rechercher dans un monde qui ne nous accepte pas, enfin bref, il y avait plein de choses, et là, ici, il y a aussi cette dynamique-là, que j'ai pu remarquer donc dans les 2 premiers épisodes, qui durent une trentaine de minutes chacun, mais qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que Magneto, en devenant le chef des X-Men, doit se repentir auprès du monde entier, et en plus auprès de ses X-Men, comme il aime bien les appeler dans ces 2 épisodes, étant donné que c'est quand même été un terroriste interplanétaire qui avait pour volonté effectivement de protéger les mutants, mais avant tout il le faisait d'une manière très brutale qui a pu prendre énormément de vie, et donc il doit faire amende honorable et réussir à être accepté par
tout le monde. Donc pour ce faire, dans le second épisode, ça va spoil quand même les 2 premiers épisodes, histoire de vous donner un petit peu de contexte, mais en gros, ça va être des petits spoils qui vont construire l'intrigue par la suite. Quand il y aura un gros spoil, je vous le dirai, mais en gros, Magneto, il doit se faire juger par les humains afin d'être absous de tous ces crimes. Je sais même pas si c'est le bon terme, absous, mais vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si je sais parler français, ce qui est peu probable. Mais en tout cas, il doit passer devant tout un groupe de jury, etc. Et il présente effectivement toutes les souffrances qu'il a subies lorsqu'il était jeune, le fait qu'il ait été poursuivi pour sa différence, pour le fait que, que son peuple est comme religion, une religion différente de celle, enfin vous devez le savoir, mais Magneto est juif de base, et ça n'a jamais été dit clairement dans la série. On comprend si on a déjà vu les films ou par le biais de flashbacks, etc. Et là encore, il remet une couche là-dessus en remettant en fait tout ce qui est en lien d'ailleurs avec la différence entre les êtres humains. Donc il parle des mutants, effectivement, il parle aussi d'une certaine manière de l'homosexualité, du fait qu'une personne différente ne puisse pas être acceptée, etc. Et il le présente d'une manière très solennelle et très sérieuse qui fonctionne à merveille. Il y a aussi bien entendu le changement de statu quo qui modernise un peu toute la série X-Men. Je trouve vraiment que le fait de ramener ce méchant qui est Magneto en tant que leader des X-Men, c'est phénoménal en termes d'intrigue et de choses à raconter. On n'oublie pas bien sûr que la série X-Men se base bien entendu sur les comics qui sont déjà sortis dans les années 80-90. Là je crois que c'est un arc des années 90 et en tout cas le présentant dans cette série là, ça fonctionne toujours aussi bien et on retrouve aussi le côté culte de ce genre d'événements aussi bien dans les comics que dans leur adaptation série animée. Et là encore, gros applaudissements. Et bien entendu, autre point concernant cette modernisation et cette réinvention, le traitement de Storm, de Tornade. Je vous dis les noms en anglais parce que j'ai regardé la série en anglais sous-titré anglais. Enfin, je sais pas pourquoi je vous dis les sous-titres anglais, mais voilà, vous avez un peu toutes les informations. Donc j'ai le doublage d'origine qui est d'ailleurs phénoménal à écouter, j'adore. Et donc Stornade, au cours de cet épisode, donc là c'est on va dire gros spoil pour la suite de l'intrigue, elle se fait tirer dessus par un membre des Friends of Humanity, un groupe qui est anti-humain, n'importe quoi, qui défend les humains, pardon, et qui est anti-mutant, donc qui a pour volonté de tous les éliminer. Et Storm se prend un coup direct d'une arme modifiée qui fait en sorte qu'elle perd tous ses pouvoirs. Alors que dans l'épisode précédent, elle a été présentée comme un mutant du niveau Oméga. Donc c'est un terme qui se tourne vers les mutants avec d'énormes pouvoirs. Donc normalement il y a Jean Grey, il y a aussi Iceman, et il y a aussi je sais plus si Magneto est dedans, enfin il me semble que oui. Et donc bien entendu Storm. Et donc on lui tire dessus, donc on la montre comme étant une mutante extrêmement puissante, et juste après elle se fait retirer tous ses pouvoirs, donc elle décide de partir et de quitter les X-Men, et ça présente du coup une autre dynamique qui est qu'est-ce que je fais quand tout ce qui me définit m'est retiré. Là on n'a pas encore les réponses, mais en tout cas le fait de voir cette question, ça apporte quelque chose de fou parce qu'elle se sent obligée de quitter les X-Men parce qu'elle n'est plus comme avant, et elle part en quête de je ne sais quoi d'ailleurs. Et le fait de sortir Storm de la série, après je pense qu'on la reverra dans d'autres épisodes, mais le fait de la sortir, ça change encore une fois tout ce sur quoi on se basait avec les X-Men, et je sais pas ce que ça va apporter, mais c'est très stylé. Et de plus, j'ai oublié de le dire pour la formule qu'ils gardent et qu'ils reprennent, il y a toujours une continuité entre les épisodes, donc c'est super intéressant à suivre, chose qu'on aurait pu ne pas avoir ou qu'ils auraient pu enlever parce que la saison 5 de la dernière série avait un peu cassé cette dynamique là, même s'il y avait des connexions avec les anciens épisodes, mais en tout cas là ils l'ont conservé. Au niveau de l'animation et des scènes d'action, alors le niveau de l'animation c'est top, vraiment c'est top. Moi j'aime le charme de la série des années 90, mais là l'animation qu'ils ont mise en place, bien différente de celle de What If, vous savez la série d'animation Marvel qui revisite certains événements du lore du MCU, de Marvel Cinematic Universe, enfin en modifiant par exemple, imaginons si Thor n'avait jamais récupéré le marteau et s'était fait tuer, enfin toutes les possibilités folles qui peuvent rentrer dans le cerveau d'un fan, l'animation n'est pas du tout pareil, et donc on a vraiment l'impression que c'est des studios totalement différents ou des équipes totalement différentes qui ont travaillé dessus, ce qui donne une identité propre à chaque série d'animation, et je trouve que c'est très efficace. En plus le design des personnages est fou. Bishop, nouvelle coupe, petite coupe courte, très très stylé, vous avez compris que je l'apprécie beaucoup ce personnage. Magneto sans sa tenue légendaire, avec une autre tenue avec un grand M dessus, sans manches et les cheveux au vent, un charisme les gars mais magnifique. Bref, ça c'est fou. Niveau action, vous l'avez vu dans le trailer, Wolverine et Gambit qui s'allient l'un à l'autre pour faire une attaque spéciale contre des sentinelles. Cette scène là elle est phénoménale. Donc Gambit utilise ses pouvoirs pour booster entre guillemets les griffes en adamantium de Wolverine, qui est ensuite balancé par Gambit, il est propulsé, il découpe la tête d'une sentinelle en l'explosant, bien entendu vu que ces griffes en adamantium sont boostées et ça explose la tête. Enfin bref, cette scène elle est folle l'épisode 1. La puissance de Tornade aussi incroyable lorsqu'elle elle se bat contre toutes les sentinelles, à voir, et le charisme de Magneto aussi lorsqu'il s'occupe
s'occupe de prendre toutes les personnes qui étaient en train de le juger dans l'épisode 2 pour les emmener près de la stratosphère, ainsi que la personne, la Friends of Humanity, appelée Executioner, qui a tiré sur Storm, pour dire voilà, vous voyez comment je me calme, vous voyez comment je fais des efforts pour pas vous buter là tout de suite alors que je pourrais le faire contre les humains qui veulent détruire les mutants. Mais non, Magneto il a envie de suivre la volonté de Charles Xavier, ce qui fait que ça a créé une scène d'action phénoménale, et en plus ça modifie encore une fois la perception qu'on a du personnage. Répondons donc à la grosse question, est-ce que l'X-Men 97 est meilleur que la série d'origine? On peut pas encore le dire parce que bon, c'est compliqué de comparer 78 épisodes face à juste 2 épisodes d'une saison qui n'est même pas terminée, mais en tout cas pour l'instant j'ai l'impression que cette réinvention et la réutilisation des codes crée quelque chose d'un peu plus mature pour le public. Moi je trouve qu'il y a quand même une tension, un certain attachement décuplé par rapport aux personnages qui sont présentés. On a l'impression qu'à tout moment ils peuvent leur arriver quelque chose. Moi j'ai vraiment cru de base que Magneto il allait, donc là encore spoil sur le deuxième épisode, éliminer tous les gens qui se trouvaient dans la zone de jugement, et qu'il allait éliminer celui qui a tiré sur Storm, et pas du tout. Mais j'ai vraiment, ils arrivent à nous plonger dedans et à nous faire croire que ça peut arriver, et je pensais de plus que Storm allait mourir, mais bon, perdre ses pouvoirs c'est limite pire que la mort actuellement, même si on se doute qu'à un moment elle va les récupérer. En tout cas c'est des thématiques où on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de sérieux et beaucoup plus d'engagement, bien que la série d'avant avait cette dynamique là, mais c'est présenté d'une manière de X-Men 97 qui est bien différente, et moi je suis totalement fan. Autre question auquel on va répondre, est-ce que c'est un retour gagnant ou, si on peut le traduire d'une autre manière, un banger? Moi je pense que oui, totalement. Faire un tel retour, c'est une surprise. Déjà c'est une surprise de ramener une série qui avait disparu depuis 97, donc depuis plus de 27 ans, et la ramener sur la plateforme Disney+. Moi je pensais que ça allait juste être une série en mode bah voilà, vous l'avez, faites ce que vous voulez, on va présenter de nouvelles choses, mais on s'en fout un peu. Mais là clairement c'est un retour gagnant. Pour moi c'est un retour gagnant, c'est un retour qui respecte la série, qui apporte de nouvelles choses, qui la modernise. Donc les 3 termes que j'utilise depuis le début de vidéo, vous l'avez compris, et ça fonctionne totalement. Je veux voir la suite chaque mercredi, comptez sur moi pour voir les épisodes. Je vous ferai peut-être pas une vidéo d'ailleurs là-dessus à chaque fois, mais voilà, comptez sur moi pour tous les voir. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre par rapport à la suite? Bon là, donc là ça va vraiment spoil, enfin les 2 premiers épisodes. J'ai pas regardé les titres des autres épisodes qui ont été communiqués par Disney+, mais je vais juste parler un petit peu de ma connaissance du lore des X-Men par rapport à ça. Mais en gros, du coup, vu que Storm elle va partir, moi je m'attends à ce qu'elle parte en quête solo pour essayer de récupérer ses pouvoirs d'une manière ou d'une autre, en rencontrant un groupe de mutants X ou Y, ou un groupe de gens qui pourront l'aider. À la fin de l'épisode 2, il y a la Jean Grey originale qui revient dans le manoir des X-Men. Donc pour vous raconter un petit peu, normalement dans les comics, effectivement, il y a Jean Grey qui tombe enceinte et qui donne naissance à l'enfant qu'on a vu, Nathan Storm, je crois que c'est Nathan, je ne sais pas comment le dire en anglais avec un accent magnifique, mais non pas du tout. Mais donc effectivement Jean Grey qui tombe enceinte, mais en fait normalement ce n'est pas Jean Grey, c'est un clone de Jean Grey qui a été créé par Mr. Sinister, qui est un ennemi iconique des X-Men, et qui justement a créé ce clone pour faire des expériences, pour continuer de faire des expériences, il me semble, sur Jean Grey. Ceux qui ont lu les comics à ce niveau-là, dites-le moi dans les commentaires, parce que là c'est tout un pan de l'histoire des X-Men que je n'ai pas forcément, mais que je connais de loin, et je pense que ces interactions-là vont être phénoménales, ne serait-ce que voir comment Cyclope et le reste des X-Men vont réagir, ça va être fou par rapport à cette nouvelle. Et bien entendu, alors ça je ne le savais pas du tout, la relation Rogue-Magneto qui existait, ils se sont déjà pécho, j'ai l'impression, étant donné que Magneto a l'air d'être la seule personne qui peut toucher Rogue. C'est assez fou, je pense que ça a quelque chose à voir avec les ondes électromagnétiques ou je ne sais quoi. Waouh, j'avoue que j'ai été ultra surpris par rapport à ça. J'espère qu'on aura plus de développement et que Gambit va pas être trop jaloux, parce que Gambit il est normalement amoureux de Rogue, même si j'ai l'impression qu'il pécho d'autres personnes. Je sais pas comment ça va se goupiller ce triangle amoureux, mais ça peut être très intéressant. En tout cas, vous avez bien compris que j'adore la série X-Men que j'ai découvert tout récemment. X-Men 97 suit cette dynamique-là. J'ai parlé de tout ça d'ailleurs dans une autre vidéo où je présente pourquoi la série X-Men est meilleure que les films. Et oui, je le dis haut et fort, je le clame, je le confirme, je l'affirme. Donc n'hésitez pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse. Abonne-toi, partage la vidéo, etc. À la prochaine. Salut!